Dans l'optique de répondre aux défis mondiaux liés au changement climatique et l'érosion des sols, le gouvernement canadien, en parfaite collaboration avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a octroyé à l'État du Sénégal un fonds de financement de 25 millions de dollars, équivalent de 15 milliards 323 millions 950 000 francs CFA, pour le déroulement du grand projet de reboisement piloté par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte au Sénégal et la FAO. Dans la dynamique d'avoir une idée plus claire sur le fond et la forme du projet, un symposium de 2 jours a été organisé entre le 23 et 24 avril 2024 à Dakar, dans un hôtel de la place, avec la participation de nombreux experts et acteurs dans le domaine de l'environnement et des agents des eaux et forêts. Appuyer l'accès de l'eau à la production. On a dit que sur zone où l'eau est très rare, nous allons essayer d'appuyer à cette production. Nous allons également faire la promotion des modes de cuisson moins agressifs sur le sud forestier ainsi que l'utilisation. Que faire pour atteindre, relever ces défis? Suivant les 3 programmes, les structures qui n'ont pas encore intégré ces changements pour au moins les appuyer à intégrer les 2 dimensions, l'intégration et l'adaptation. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. On va essayer d'appuyer dans ces documents essayer d'organiser autant que soit les 6 ateliers de partage pour amener les autres qui n'ont pas pu intégrer le changement climatique dans le plan de développement communal à le faire. Ce sont des activités qui sont prises en charge par la FAO. Lors de la première journée, après la présentation et l'étude du projet, un débat d'idées entre les participants était au menu des discussions. La réponse à cette question est la suivante. Si nous travaillons comme travaillent les projets classiques, la réponse est non. Même oui, parce qu'au PAREX-CC, nous ne travaillons pas comme les projets classiques. Nous faisons faire, donc c'est le faire-faire. Partout où vous voyez, on vous dit que nous allons travailler avec des ONG. Donc, nous allons utiliser plusieurs sous-projets qui seront financés et qui seront déroulés en même temps. C'est vrai aussi, vous pouvez me dire à juste titre que oui, mais même si c'est ça, le temps imparti ne nous permet pas. Oui, nous ne sommes pas restés sans rien faire durant ces moments-là. Nous avons anticipé avec les partenaires et aujourd'hui, dès qu'on finit, on déroule. On ne va plus chercher les sites, on ne va plus chercher l'activité. On sait exactement ce qu'on doit faire, où le faire, quand le faire et comment le faire et avec qui le faire. Et toutes ces personnes sont déjà avisées et ces éléments-là sont déjà préparés. Je voudrais simplement vous demander de faire confiance à l'équipe technique ici présente. Et comme je vous l'ai dit, en matière de communication, là, nous utilisons le futur présentement, mais dans 6 mois, nous viendrons utiliser le présent de l'indicatif et nous dirons avec exactitude ce que nous avons fait avec les ressources qui ont été données. Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle. Vous comprendrez aisément que toutes les actions que nous menons aujourd'hui, près de 30% des ressources sont des études pour la situation des références. Donc ça, c'est le secteur privé qui va faire ça. 30% vont aller vers les équipements lourds, parce que le projet, comme l'a dit Delphin, va acquérir des véhicules, mais également va acquérir des charrues Delphino où les montants sont énormes. Quand vous voulez acheter 3 charrues Delphino, tout de suite, vous dépensez le milliard. Vous comprenez? C'est dans ces éléments-là qui font que les montants qui sont truqués. Et puis après, maintenant, il y a des activités opérationnelles qui sont faites par des ONG à travers. Maintenant, il va sans dire que les directions techniques ont un mot à dire. Par exemple, quand on va parler des réserves naturelles communautaires, effectivement, nous allons mener des consultations pour les identifier. Mais c'est la DPN avec laquelle on va signer un protocole d'accord qui va nous aider à réaliser ces réserves naturelles communautaires. Et nous allons utiliser l'expertise de la FAO pour faire des demi-lunes avec les charrues Delphino pour aller très vite et
bénéficier un peu de la remontée biologique, à la fois faunique et floristique dans ces terroirs-là. C'est la même chose que nous allons faire avec la direction des eaux et forêts. C'est la même chose que nous ferons avec la direction de la jeunesse. Donc voilà un peu toutes ces actions, c'est cette synergie d'actions qui est en train d'être faite. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes en train de travailler en synergie avec le secteur privé pour accélérer la cadence. Nous avons espoir que des institutions comme la Fondation du port autonome, des secteurs privés comme les banques, etc., vont nous accompagner dans le reboisement et vont nous permettre d'accélérer toutes ces cadences-là. Et ça, ce sont des choses que nous sommes en mesure de faire. Voilà ce que je peux dire, SG, pour répondre un peu aux inquiétudes qui sont légitimes et qui peuvent être soulevées. Mais je dois dire que, encore une fois de plus, vous avez fait une sélection de taille, vous avez choisi la crème parmi la crème. Je pense que de toute l'équipe, je suis la seule personne qui a un niveau le plus bas, qui suis la personne qui doit être un peu le moins bien noté et le plus nul. Donc, vous voyez un peu le niveau dans lequel donc, il faut d'abord faire confiance à Delphin. Donc, Delphin, sache que même s'il te valide ton PTA, tu les sas parce qu'en fait, ils vont te demander en décembre de venir dire oui, on l'a fait, et non pas se gratter la tête pour dire oui, bon, je pensais ceci. Donc, Delphin, tu vas prendre l'engagement avec tous les techniciens qui nous accompagnent de dire en décembre, nous viendrons dire oui, nous l'avons fait. Merci beaucoup. Pour la quatrième activité, vous avez décidé de cibler 6 chaînes de valeur. Donc là, le projet Riposte a à sa disposition une étude qui a été réalisée sur le potentiel des chaînes de valeur de produits forestiers non ligneux, aussi bien dans le bassin arachidier que dans la zone sylvopastorale. Et cette étude-là a permis de cibler au moins 3 chaînes de valeur dans la zone sylvopastorale, en l'occurrence celle du balanétes, du jujube et également du baobab. Et cette étude a permis au projet d'appuyer la mise en place d'une unité de transformation de produits forestiers non ligneux, en l'occurrence ou principalement le balanétes, au niveau de la commune de Tessekere, avec les femmes de Widu-Tchengoli. Donc le projet ACD, Action contre la désertification de la FAO, a permis à ces dames d'avoir une unité de transformation et le projet Riposte les a appuyées pour la mise en fonction de cette unité avec une série de formations sur l'utilisation de tout l'équipement qui a été mis à leur disposition par le projet ACD. Et actuellement, elles sont en production. Donc, ce groupement-là se trouve dans la commune de Tessekere. Donc, si vous êtes intéressé également par les résultats de cette étude, vous pouvez vous rapprocher du projet Riposte. Le 5e point, c'est par rapport aux FACI, les fermes agricoles communautaires intégrées. Ces FACI-là nous intéressent au plus haut point, d'autant plus que ça recoupe notre activité de mise en place de fermes agroécologiques. Je pense que c'est votre activité 1.9. Donc, vous avez décidé d'identifier une ONG qui travaille dans tout ce qui est implantation de fermes agroécologiques. Le projet Riposte a déjà commencé la mise en place de ces fermes-là, mais au niveau du bassin arachidier. Et nous avons travaillé avec l'association Jardin d'Afrique de Mour, propriétaire de la ferme de Kaïdara. Et grâce à elle, donc à cette collaboration-là, nous avons pu installer 10 jeunes dans la région de Fatick. Pour cette année-ci, nous avons ciblé la zone sylvopastorale, donc les communes de Mboula, Tessekere et Labga. Et dans ce sens-là, il y aura 25 jeunes qui seront formés à la ferme agroécologique de Kaïdara. Et nous savons tous que dans la zone sylvopastorale, il y a la problématique de l'eau qui est là. Heureusement qu'il y a le projet PAREC qui pourra peut-être apporter des solutions pour ça. Et ce que le projet prévoit de faire, donc c'est une requête qu'on vous soumet, à la fin de la formation de ces jeunes-là, nous souhaiterions installer les 25 jeunes dans les FACI de la Grande Muraille ou bien dans les FACI du PAREC. Alors, j'ai un certain nombre de questions par rapport à la composante 1. Vous avez relevé le défi de l'élaboration de schémas d'aménagement dans la zone d'intervention. Et à ce titre, et à juste titre, vous avez dit que vous allez élaborer des schémas d'aménagement dans les 18 communes. Et dans ces 18 communes, un budget a été, en tout cas, le budget qui a été dégagé, pas par rapport seulement à l'élaboration des schémas, c'est 151 millions. Bon, la question que je me suis posée quand j'ai vu ce montant-là, je me suis posé la question, est-ce que
vous avez fait une situation, vous avez une référence, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des schémas qui ont été déjà élaborés? Parce que s'il faut élaborer des schémas d'aménagement pour 18 communes, pour un montant moins important que cette somme, ça risque de poser problème. Parce que d'expérience, nous savons que l'élaboration des schémas d'aménagement, ça coûte un peu cher quand même. À l'ANAT, on a l'habitude de le faire. Rien que, par exemple, dans l'activité pour les trimestres 1, 2, 3 et 4, c'est dégagé tout juste 40 millions. 40 millions, généralement, c'est pour tout juste élaborer un schéma ou deux avec un consultant. Et généralement, au niveau de l'ANAT, c'est nous-mêmes qui faisons parfois la cartographie, beaucoup de choses, c'est nous qui livrons ça aux consultants. Ce qui veut dire que, de ce point de vue, je pense que je ne sais pas exactement s'il y a une substitution de référence qui montre qu'il y a un certain nombre de communes qui ont déjà leur schéma d'aménagement. Pour ça, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour les 18 communes, le montant qui est dégagé pour élaborer ces schémas-là, je pense que c'est relativement des financements additionnels. Ça, c'est un point d'attention. Et aussi par rapport à la durée pour l'élaboration des schémas d'aménagement aussi. On sait que pour élaborer les schémas d'aménagement, ça nécessite beaucoup de travail de terrain, de va-et-vient, parfois, de validation, etc., de recrutement de consultants, etc., etc. Ça demande beaucoup de temps. Donc, de ce point de vue aussi, je pense que le projet, c'est un point d'attention pour le projet, pour que véritablement qu'on tienne en compte cet aspect-là. Le premier point d'attention de l'ANAT, c'est qu'actuellement, il y a des activités entre l'ANAT et le CSE dans le cadre du projet dès qu'il souffre pour l'élaboration de schémas communaux de développement, l'ESCAD, pratiquement sur plus d'une dizaine de communes. Donc la capacité, et le projet riposte aussi avec le CSE, sur 13, finalement on s'est retrouvé avec 3. Donc tout ça, je pense que si on travaille ensemble, on pourra voir qu'est-ce qui sera possible de faire avec les partenaires dédiés par rapport à la planification territoriale. L'autre aspect, c'est au niveau des partenaires qui sont identifiés pour la mise en œuvre de certaines activités. Je pense qu'il y a déjà avec PAREC, je pense que pour tout ce qui est champ école paysan et la formation sur la gestion durable des terres, peut-être avec l'ANCAR. Actuellement, avec le projet riposte, il y a l'ANCAR qui est en train de mettre en place, qui a même déjà commencé, de champ école agro-pasteur sur nos 13 communes, dont les 3 que l'on partage. Il serait bien qu'on puisse voir comment travailler ensemble sur ça, au lieu d'en créer d'autres champs écoles agro-pasteurs, bien champs écoles paysans, de multiplier les comités et qu'après qu'on ait des problèmes de durabilité par la suite. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point, c'est la formation sur la gestion durable des terres. Parce qu'il y a même une activité d'identification des besoins en formation. Une activité que l'ANCAR a déjà réalisée dans le cadre du projet riposte, avec un rapport bien détaillé sur les besoins en formation, sur les thématiques de gestion durable des terres. Et par la suite, il y a eu un atelier d'élaboration de modules de formation et de fiches techniques sur la gestion durable des terres, avec l'implication même des acteurs locaux à travers le CNCR. J'ai parcouru le document et dans le document, je cherchais juste communication. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la com a été bien prise en compte? Faut savoir que
Dans tout ce qui est activité de sensibilisation, de plaidoyer, il y a la communication à l'intérieur. La com sera toujours avant, pendant et après. Donc, c'est très important de prendre en compte la com parce que si nous faisons un bon travail, une bonne stratégie, de très bons plans, si la communication ne suit pas pour montrer ce qu'on fait, il n'y a pas de retombée derrière. Pourquoi? Le partenaire qui devrait financer ne va pas se voir là-dedans parce que son image est importante, parce qu'au niveau, lui, de ses décideurs au plus haut niveau, il faut qu'il y ait des retombées, qu'on puisse savoir ce qu'on est en train de faire, comment on l'a fait. Même si à chaque fois, nous avons les rapports, les documents et autres, mais cela ne suffit pas parce que les techniques de com ou bien les moyens de com nous facilitent la compréhension déjà au niveau des populations. Comme on a dit, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Donc, il leur faut une bonne compréhension du projet, des actions qui sont menées. Les ateliers, c'est très bien, où on invite les représentations des populations de base à venir participer et donner leur point de vue. Mais ce qui est très important, au niveau, par exemple, des ateliers de partage, il faut de la communication adaptée pour la zone. Là, en parlant de femmes, construction et reconstruction des cases foyers des femmes. Tout en les équipant, selon la zone. Par exemple, la zone Casamance, ils ont construit la case et équipé. Ils ont fait un magasin équipé, c'est-à-dire ils vont voir dans la zone les activités qui marchent. Maintenant, à travers ces activités-là, ils vont chercher des machines pour venir installer les machines et former les femmes et les laisser avec le matériel. Donc, selon les activités qui sont là, eux, ils vont produire. Doit être par activité. Par exemple, la communication, voir le budget de la communication. Là, le comité va dire que ce budget-là est un peu, c'est moyen, c'est acceptable ou bien c'est pas... Voilà, il faut augmenter. Voilà, si on le fait par activité, par ligne, voilà, tout le monde sera en même longueur d'onde. Presque l'essentiel de mes suggestions et autres ont été repris, peut-être approfondir. Bon, dans le cadre des citernes dont il parlait, les citernes, parce que lors du premier exposé, on avait dit que le projet allait durer peut-être 5 ans et on souhaite une durabilité, c'est-à-dire après le projet, que ça puisse continuer. Donc, pour la réalisation de ces citernes ou bien l'achat de ces citernes, moi, je pense qu'aussi, il faut penser à cette durabilité, c'est-à-dire ne pas acheter des choses aussi chères, parce qu'on parle de citernes pour des individuels, on parle aussi pour des collectifs. Mais concernant les individuels, si c'est cher, après destruction ou bien panne, je pense que ça ne sera pas renouvelé. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait aussi une stratégie pour que ces outils ou bien ces moyens mis à la disposition de ces locaux puissent être réalisés dans ces zones ou bien et même aussi l'entretien, la réalisation et l'entretien de ces outils dans ces zones. Ça facilitera la durabilité de ces outils avec ce projet. Moi, je pense que coordinateur, vous avez beaucoup d'argent et vous voulez vraiment démarrer avec un trompe, quoi. Vous n'avez que 6 mois parce que l'année-là est partie. Et sur 6 mois, vous avez ce que j'ai à parcourir aujourd'hui. Je dis que c'est trop ambitieux. Je suis d'accord d'être ambitieux, mais il faut aussi revoir un peu, pour la première année, revoir un peu votre PTA. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a une différentiel au niveau des zones. Si vous regardez les zones, les réalités ne sont pas les mêmes, vos zones d'intervention. Et par rapport à ces réalités, il faudra revoir un peu. Et tout à l'heure, riposte, il y a 2 qui ont pris la parole.
Et je pense que leur intervention est pertinente dans la mesure où ces deux projets se trouvent dans la même structure. RIPOS, c'est le premier projet de l'agence qui a démarré, qui a ouvert en fait la porte aux autres. Donc il faudra quand même, parce que vu leur intervention, ça veut dire qu'il faut que les gens aillent en synergie, essaient de s'épauler pour éviter ce qu'on appelle l'effet de doublon. Je ne parle pas de politique. Sinon, on aura un effet doublon. Et un effet doublon n'est pas rentable. La rareté aujourd'hui, c'est l'argent, donc il faudra qu'on essaie de gérer les finances. Ça, c'est important. On a parlé des espèces locales. Il a parfaitement raison. Les espèces locales, on n'en prend pas compte, mais là, à la chaîne de valeur, chaque espèce est dédiée à une zone géographique. Et si vous voulez parler de chaîne de valeur, vous ne mettez pas le focus sur RNA, sur la régénération naturelle. Vos chaînes de valeur n'iront nulle part. Pas du tout. Je pense qu'il faudra quand même qu'on essaie, par rapport à ce budget-là, l'argent-là, mettez ça là où demain la communication là pourra communiquer. C'est important. Après l'observation du projet de la première journée, les participants se retrouvent au deuxième jour pour une séance d'évaluation sur les études menées durant 48 heures. Parmi les participants, capitaine Omar Faye de la direction des aires marines communautaires protégées donne son avis sur l'importance du projet. Je pense que c'est un projet qui est venu à son heure. C'est un projet très intéressant vu sa zone d'intervention qui concerne vraiment les populations du Nord. C'est un projet qui s'inscrit dans la résilience des écosystèmes, mais aussi des communautés. Parce que qui dit résilience dit vraiment la capacité que ces écosystèmes ou bien ces communautés ont en face, par exemple, des aléas climatiques et d'autres aléas qui sont autres que le climat. Au-delà de reboisement, ce projet prône une approche intégrée telle que l'agriculture durable, protection des ressources en eau et création d'activités économiques pour les populations locales. À la fin des travaux, M. Ibrahima Sall, coordinateur PARAC-CC, revient ici sur les grandes lignes du projet. Le projet PARAC-CC, c'est le projet d'amélioration de la résilience des communautés des écosystèmes face au changement climatique. Et c'est un projet qui en déroule sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Nous avons tenu notre comité technique. C'était un lieu pour nous d'inviter tous nos partenaires afin d'arriver vers une efficience de l'utilisation des ressources et une efficience dans la méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans le tracé de la Grande Muraille Verte. Afin d'éviter les doublons, il fallait qu'on sache qui fait quoi, où on le fait pour que nous venions en complément. Et je dois dire que nous tirons beaucoup de plaisir de cette rencontre parce que nous savons maintenant le nombre de projets qui interviennent sur le tracé, les actions qui sont en train de mener et là où nous devons venir en complément pour 2024. Et tout ceci, c'est pour améliorer les conditions d'existence des populations sur le tracé de la Grande Muraille. Le principal partenaire qui accompagne la Grande Muraille dans le cadre de ce projet, c'est la coopération canadienne. Et c'est un projet d'un montant de 25 millions de dollars canadiens. Mais où qui est mis en œuvre aussi de manière directe ce qu'on appelle l'approche OPIM. Et nous avons comme agence d'exécution la FAO.
Ce qui fait d'ailleurs que vous allez voir dans la salle, il y a beaucoup de projets financés dans le cadre de la FAO qui nous permettent de faire une synergie avec, qui font la synergie avec. En fait, nous allons de la pointe océanique du côté de Louga jusqu'à Bakel. Mais maintenant, il faut voir que ça, c'était l'ancien tracé. Il y a un nouveau tracé qui est fait, qui intègre la région de Saint-Louis, la région de Louga, la région de Matam, la région de Tambacounda. Donc en fait, c'est véritablement les usuettes moins 400 mm, et c'est dans cette zone-là que nous intervenons et qui constitue un peu la Grande Muraille Verte. Mais il faut avoir comme entendement dans la Grande Muraille Verte, ce n'est pas un mur vert qu'on est en train de tracer sur tout le tracé, c'est un lot, un chapelet de pôles verts résilients dans lesquels on essaie de promouvoir le développement local durable. Et tout ceci, c'est pour lutter contre la dégradation des terres, lutter contre les effets adverses des changements climatiques, améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes, et surtout des aînés qui sont sur ce tracé. C'est même la quintessence et le cœur d'action du projet, parce que nous faisons une discrimination positive vis-à-vis des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, dans ce projet, l'une des innovations que nous allons faire, ce n'est pas de regarder la technicité, parce qu'on sait que les techniques pour lutter contre la dégradation, etc., sont éprouvées et bien connues. Maintenant, c'est la combinaison de ces techniques. Est-ce que ça peut faire vivre un homme, ça peut faire vivre une famille, etc. C'est sur ça que nous allons travailler, c'est sur ça qu'on va aller. Donc, c'est combiner l'ensemble de ces techniques pour permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir vivre décemment et d'avoir des ressources dans ce tracé. C'est une unité de coordination qui est mise en place, dont je suis le coordonnateur national, qui va gérer, mais sous la tutelle de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille. En fait, nous allons toucher une population de 400 000 personnes, dont 110 000 directs. Et parmi ces 110 000, la moitié seront constituées de femmes et le tiers de jeunes. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Nous allons essayer d'améliorer le taux de reforestation de 6%, d'améliorer le niveau de séquestration de carbone de 5%, d'améliorer les revenus de 6% et aussi changer, améliorer un peu, lutter contre la dégradation des terres. Voici des actions que nous allons mener dans le cadre de ce projet de manière très soft. Mais de manière, en français facile, ce que nous allons faire, c'est utiliser les solutions basées sur la nature pour inverser les tendances lourdes de dégradation de la terre. Si je cite des espèces, peut-être que je vais me tromper. Mais sachez une seule chose, c'est que nous allons utiliser des espèces locales et utiles pour les populations. Le vecteur directeur des choix de ces espèces, c'est aussi faire en sorte que ce soit des espèces à croissance rapide qui puissent être utilisées. Je veux déjà parler du Balanites, le soump, où on est en train de développer une filière pour créer de l'huile de soump et travailler avec chlorane pour faire des trucs. Il y a aussi le jujube. Nous avons également le moringa que nous allons essayer de mettre en place pour développer le truc. Et il y a d'autres espèces qui vont rentrer en jeu. Je ne veux pas citer, mais sachez qu'il y a une étude qui est en cours qui va nous donner l'ensemble de ces espèces et nous allons choisir en rapport avec les populations. Aucune espèce ne sera faite tant que les populations ne trouveront pas l'utilité de ces espèces par rapport à eux et à leur existence. Voilà. Oui, c'est tout est fait. Nous allons travailler d'abord avec un dispositif de suivi au sein du projet, mais il y aura aussi un contrôle citoyen qui sera bâti autour des populations sur les sites. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Mais une dernière chose que je peux vous dire, c'est que nous allons agir de manière directe, mais là où nous allons beaucoup travailler, c'est le partenariat avec les ONG locaux, les ONG internationaux, pour en fait aller vite. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'ONG ont capitalisé des expériences sur le terrain, ont un savoir-faire et des connaissances qui sont faites. Donc nous voulons compter sur ces acteurs-là pour aller. Et ils connaissent très bien les populations, ils pourront aussi garantir le suivi et faire le contrôle. La fin, c'est prier le Seigneur pour qu'à la fin du projet, qu'on dise oui, nous l'avons fait. Oui, nous avons changé la vie des populations qui vivent dans le tracé de la Grande Muraille Verte. Oui, nous avons contribué à transformer la vie des Sénégalais, des jeunes et des femmes. Voilà ce que nous cherchons et c'est ce qui nous empêche de dormir. J'espère qu'au bout de 5 ans, je pourrai me coucher, rêver en couleur et me rendre compte que j'ai changé la vie des personnes pour lesquelles on m'a demandé de travailler. Merci beaucoup. Pour rappel, ce projet d'une très grande envergure s'inscrit dans la résilience des écosystèmes et au changement climatique qui touche la plupart des communautés vivant sur la tracée de la Grande Muraille Verte au Sénégal, qui englobe la région de Louga, Matam, Tambacounda et 18 communes sur une superficie de 20 395 km² avec 110 000 bénéficiaires, dont 51% des femmes.